Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau rendez-vous comme à la maison. Ce soir, nous allons discuter ensemble à propos de la transidentité, la dysphorie de genre, toutes les questions qui sont autour de nous, autour de comment vivre pour les jeunes avec toutes ces questions autour du genre. Il y a beaucoup de parents qui sont angoissés, qui se demandent dans quel monde leurs enfants vivent, comment faire pour les accompagner face aux questions que la société leur pose et face aux questions qu'eux-mêmes se posent. On va essayer de prendre un peu de hauteur ce soir en essayant de comprendre ce qui se passe dans notre société, essayer de poser des mots, de dire des choses claires, de voir ce qui peut être mauvais, effrayant et qui est à dénoncer. On voudrait aussi donner quelques pistes aux uns et aux autres pour permettre d'ouvrir aux jeunes des chemins qui leur permettent de ne pas vivre dans l'angoisse. Notre but, évidemment, n'est pas de juger des personnes, n'est pas de condamner des personnes, en particulier, surtout pour les jeunes, on n'est pas là pour les critiquer ou dire du mal d'eux, on veut juste que les termes soient clairs, que les concepts essayent d'être le plus vrai possible pour permettre à chacun de se décider, d'avancer, de progresser en vérité. L'Église n'est pas là pour proposer des slogans à l'encontre de la société, mais pour ouvrir en vérité ce qu'est le cœur de l'homme et ce qu'est le cœur de Dieu pour conduire à la vérité. Et donc, si en entendant nos propos, vous pouvez vous sentir choqué ou jugé, rappelez-vous que telle n'est pas du tout notre intention. On essaye de cheminer, comme chacun, vers la vérité et en essayant de souhaiter la paix pour les uns et les autres. Alors, pour vivre ce chemin de réflexion, nous allons avoir deux intervenantes qui vont pouvoir nous éclairer par leur expertise. Je vais leur demander de se présenter maintenant. On va commencer avec Anne-Laure Bock. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Je suis médecin, docteur en médecine, et je suis neurochirurgien. Je ne m'occupe pas directement en pratique des personnes qui ont une dysphorie de genre, que ce soit des enfants ou des adultes, mais je m'intéresse à cette question car je m'intéresse à la philosophie de la médecine. J'ai fait une thèse en philosophie de la médecine. Ma thèse a été publiée sous le titre « Médecine technique, médecine tragique ». C'est dans cette idée que je veux parler du genre. Très bien, merci Anne-Laure. Et nous recevons aussi Chantal Delamotte. Bonsoir, alors moi je suis plutôt sur le terrain parce que je travaille comme adjointe en pastorale scolaire dans un lycée privé catholique et c'est vrai que j'ai été confrontée plusieurs fois à des jeunes qui s'interrogeaient sur leur genre et qui tentaient voilà, par différents moyens de jouer le rôle du genre opposé. Voilà. D'accord, donc du coup une expérience plutôt de ce que les jeunes portent en direct, vous êtes au contact avec eux, Anne-Laure plutôt une réflexion sur le monde tel qu'il va, la médecine telle qu'on l'utilise. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ce qui est qualifiable comme un phénomène, le phénomène de la dysphorie de genre et ce que ça devient, l'évolution de ces derniers temps? Anne-Laure, je crois que vous avez des éléments sur cette question, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, alors on appelle dysphorie de genre ce qu'on dit un ressenti. Ça part du ressenti d'une personne, enfant, adolescent, adulte, qui ne se sent pas appartenir à son genre, à son sexe. En fait, il pense qu'il y a une discordance entre son sexe de naissance, le sexe qui n'est pas assigné mais qui est décrit à la naissance, et ce qu'il ressent. Et cette discordance entre ces deux termes induit une souffrance. Alors c'est quelque chose qui a toujours existé, le phénomène, avant on parlait des transsexuels, mais je dis tout de suite qu'on a quasiment abandonné ce terme de transsexuel car on ne peut pas changer de sexe. Le sexe c'est une donnée biologique qui est inscrite dans chacune de nos cellules, vraiment tout notre corps est sexué, donc changer de sexe ça n'est pas possible. En revanche, le genre est une construction sociale qui est en quelque sorte plaquée, développée sur le sexe. Et actuellement, on parle de possibilité de changer de ce genre. Donc les transgenres, avant être transsexuels, maintenant être transgenres, ont toujours existé. Mais on assiste depuis une quinzaine d'années à une augmentation, je dirais, exponentielle de demandes de transition, donc de changement de genre, aidées par la médecine sociale et médicale. Et cela touche des adultes et aussi des enfants et des adolescents. Et pour donner un exemple, il semble qu'en 20 ans, quelques consultations spécialisées qui s'intéressent à ce problème ont vu leur fréquentation augmenter quasiment de 5000%, ce qui montre l'explosion de la problématique pour donc des enfants. Certains sont jeunes et d'autres sont des adolescents. Et une deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une modification du type de jeunes qui venaient. Avant, c'était plutôt des garçons
qui se sentaient filles et qui demandaient à devenir filles. Et actuellement, il y a eu un renversement de cette répartition et les filles sont devenues nettement majoritaires, près de 70%, et elles sont un peu plus âgées, et ce sont plutôt des adolescentes ou préadolescentes qui se questionnent sur leur genre et qui disent n'être en fait pas filles mais garçons. Alors on parle de questionnements qui sont posés, de consultations qui sont faites. Dans quelle mesure on peut aussi voir des jeunes qui se retrouvent face au flou de la question? C'est peut-être plutôt du côté de Chantal qu'on peut se tourner. Dans l'expérience que vous avez de ce que vivent les jeunes, est-ce que vous avez le sentiment que certains se retrouvent face aux questions sans se les poser forcément pour eux-mêmes, mais un peu angoissés en se disant mais est-ce que je devrais me poser des questions moi-même? De toute façon, ils sont confrontés à cette question. Si ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est par des amis qui leur en parlent, c'est par des vidéos de transition de genre, des montages qui sont très fascinants pour les jeunes. Mais pour moi, c'est avant tout un malaise adolescent qui est normal en fait. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que nos grands-mères, quand elles voulaient choquer tout le monde, elles se mettaient une mini-jupe et puis c'était fait. Là, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin parce qu'avant de choquer leurs parents, il faut y aller. Hein. Et puis, ils vont jusqu'à l'extrême limite, qui est la limite effectivement donnée par la nature, qui est la limite sexuée. Mais c'est pour l'expression de leur malaise, avant tout. Hein. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Vous pensez que, du coup, c'est une volonté de se singulariser ou de se montrer comme différent, de choquer, de refuser peut-être ce que les parents ont donné, même dans la corporéité, et de s'approprier sa vie? Oui, puis de sortir d'eux-mêmes, parce que quand on n'est pas bien dans son corps, on a envie d'en sortir. Donc, de se projeter vers un ailleurs. Rien de vocabulaire qu'on leur impose par les réseaux sociaux de sexe assigné à la naissance. Non, c'est pas vrai. Ils ont un sexe qui n'est pas assigné. Qui est constaté. Qui est constaté, c'est ça le... Oui, et qui du coup fait partie du... Donc c'est bien la différence, juste pour clarifier, la différence entre sexe et genre. Donc sexe, c'est la donnée biologique qui fait partie même de notre ADN et qui est inscrite en nous. Et genre est la donnée donc sociale, c'est ça? Alors, mais est-ce qu'il faut distinguer les deux? Est-ce que... Déjà, une petite différence, une petite difficulté avec le sexe. Sachez que dans le sexe, il y a ce qu'on appelle le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est les gènes, effectivement, notre ADN. Globalement, vous savez bien que ça va être XX pour les femmes, XY pour les garçons, pour les hommes. Et ce qu'on appelle le phénotype, c'est le corps tel qu'il apparaît. Parce qu'effectivement, vous n'avez jamais vu un chromosome directement. Hein. Et même au microscope, ça ne se voit pas direct, ça ne se voit pas. Mais vous voyez quelqu'un. Le phénotype, c'est l'apparence de la personne. Donc c'est la manifestation du génotype. Et le phénotype se développe c'est le petit enfant et l'embryon, et même chez l'embryon, sous l'effet des gènes qui vont gouverner des hormones. Et il y a dans certains cas d'ailleurs ce qu'on appelle les intersexes, on peut en parler tout de suite pour ne plus en parler du tout, ce sont des malformations génitales où le phénotype s'est mal développé parce que pour des raisons hormonales et où l'aspect des organes génitaux externes à la naissance est entre un garçon et une fille. Et là, on ne peut pas savoir si cet enfant est un garçon ou une fille simplement en regardant son corps et ses organes sexuels. Ce sont en fait des malformations rares et qui posent d'autres problèmes et qui sont d'ailleurs des problèmes difficiles mais qui sont très rares. Et on n'en parlera pas du tout, ça n'a rien à voir avec les questions de la dysphorie de genre et des personnes qui se sentent dans le mauvais corps. Car dans la dysphorie de genre, le corps est ressenti comme déplaisant, inadapté, pas le bon, alors qu'en vérité, il est sain, il est bien constitué, il n'est pas malade. Donc c'est bien un ressenti de la personne et non pas une réalité biologique pathologique dans la dysphorie de genre. Et donc cette dysphorie, cette pathologie du regard sur soi, en fait, c'est une forme de dysmorphophobie. Enfin, c'est une oui, forme je crois qu'on peut prendre ce terme un peu savant, mais il semble d'ailleurs que ces jeunes, et dans l'immense majorité des cas, c'est peut-être différent chez les adultes, mais au moins chez les jeunes, il y a une pathologie psychiatrique, des signes psychiatriques dans l'immense majorité des cas, probablement aux alentours de 80%. Alors il y a beaucoup de choses, il y a des signes autistiques chez certains ou certaines, de la dépression, de l'anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs, toutes sortes de choses se voient. Il y a des histoires aussi de souffrance, de harcèlement, de violences sexuelles. Dans, semble-t-il, aux alentours de 75-80% de ces jeunes, il y a des signes qui sont à classer dans des signes de souffrance psychiatrique, à proprement parler. Et qui accompagnent la question de la dysphorie? Est-ce qu'ils accompagnent? C'est ce qu'on appelle ça en médecine le terrain. Vous voyez, quand on regarde ces jeunes, un psychiatre va noter les signes qui sont des signes pathologiques. Et il faut bien voir que ces signes pathologiques sont
plus large que la dysphorie. Il y a d'autres enfants qui ont de telles pathologies, par exemple des signes autistiques ou des troubles du développement. Ça n'implique pas forcément la dysphorie. C'est plutôt un socle qui est fréquent. Et il y a un effet social récent. La dysphorie, j'ai dit, elle augmente en nombre. Et il semblerait qu'elle prenne la place d'autres expressions du malaise adolescent. Et chez les jeunes filles, c'est notamment l'anorexie mentale, qui est une maladie à proprement parler psychiatrique et qui semble moins fréquente et remplacée dans certains cas par un questionnement sur le genre. Vous voyez que dans les deux cas, c'est bien un rapport au corps qui semble difficile, douloureux, problématique, et notamment du corps en mutation pour aller vers le corps d'adulte. D'accord. Et du coup, donc il y a ce terreau n'est pas le même du côté masculin ou féminin. C'est pas forcément les mêmes questions qu'ils portent et les mêmes désirs. Qu'est-ce qu'on peut dire de la distinction entre les garçons qui se sentent filles et les filles qui se sentent garçons? Est-ce qu'il y a des traits communs que vous rencontrez, par exemple, dans les rencontres que vous avez avec les jeunes? En tout cas, moi, je me suis interrogée du fait qu'effectivement, je crois qu'il y a 75% de filles qui demandent une transition, donc une grosse majorité par rapport aux garçons, alors que c'était pas le cas auparavant. C'était l'inverse, exactement. C'était même l'inverse. Je me suis dit probablement que les filles étaient très sensibles à l'image et très sensibles au message des réseaux sociaux, et elles sont très influencées par ces récits qu'on leur fait. Elles sont aussi peut-être plus choquées par la pornographie, qui abreuve filles et garçons, ça c'est sûr, mais quand même la pornographie, ça donne une image très matérielle du corps, et puis une sorte de dégoût de la sexualité. Donc vous faites un lien entre la pornographie, la fréquentation de la pornographie, ou l'image que la pornographie donne du corps et de la sexualité, et la question de la dysphorie de genre. Oui, parce qu'en fait, le fait de vouloir transformer son corps, parfois ça se manifeste aussi par des scarifications. C'est prendre une espèce de distance par rapport à son corps. D'ailleurs, on est dans une anthropologie qui est plus du tout biblique. On est dans une anthropologie plutôt platonicienne, où on a l'âme ou l'esprit qui est enfermé dans un corps, et puis ce corps, on en a une vision matérielle, notamment par le biais de la pornographie, et du coup on va en faire quelque chose comme si on était dans la toute-puissance de ce corps. Et puis je voudrais revenir sur une chose qu'a dit Anne-Laure tout à l'heure, c'est qu'on est bien dans des questions adolescentes. Pour les adultes, c'est complètement autre chose. Ces courants déconstructivistes ont été pensés par des gens déjà construits. Or là, ce qui se passe, c'est qu'on s'amuse à plaquer sur des enfants en construction, donc dès la maternelle, des concepts, des récits sur eux-mêmes, en disant une espèce de... Il y a comme un continuum entre les deux sexes. Le sexe, ça veut quand même dire séparé. Hein. Donc là, non, tu fais ce que tu veux. Et bon, les enfants, c'est quand même très déstabilisant. Mais alors, on pourrait aussi dire à l'inverse, quelle que soit la proposition qu'on peut faire à l'enfant, on va lui projeter quand même une image. Enfin, je prends la position adverse, mais quand vous dites on leur montre de la fluidité de genre et c'est violent pour eux, quelque part on pourrait dire aussi leur montrer une classification par séquence, donc en séquençant, en cassant, enfin sexe, ça veut dire ça, quoi. Séquencer, mettre de côté, ça pourrait être considéré comme une violence. Certains disent ça. Comment on peut répondre? Comment on peut dire, de quel droit dit-on que l'anthropologie chrétienne ou précédente, pour certains, semblerait une anthropologie qui ne serait pas violente? Mais là, c'est la biologie. C'est-à-dire qu'il y a un mur du réel. Il y a un réel. L'anthropologie chrétienne se fonde quand même sur une anthropologie biologique, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a quelques intersexes, c'est de la pathologie, n'en parlons pas, ça n'éclaire pas le débat. Il y a une vérité scientifique. La différence des sexes, c'est quelque chose d'extrêmement précoce chez le petit enfant. Ce n'est pas qu'on leur bourre le mou pour leur dire il y a des garçons et des filles. Vous savez qu'à l'âge de 1 ou 2 ans, les petits enfants, quelle que soit leur éducation, reconnaissent la sexuation. C'est quelque chose de constant. On est une espèce qui est sexuée. Mais en même temps qu'un enfant est capable de jouer, il est capable de voir la vérité. Et ce qui est très déstabilisant, c'est quand on essaie peut-être trop de le prendre à son propre jeu, en disant puisque tu joues, tu as entièrement raison, et on va vouloir plaquer notre imaginaire d'adulte pour abolir la différence entre le jeu et la vérité et la réalité. Il y a une réalité, et ça c'est un socle que l'enfant respecte
Et on ne peut pas le déconstruire. Si on déconstruit cette différence entre son jeu, ses fantasmes, l'amusement et la réalité, ça c'est très 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 perturbant. Et ça n'est pas vrai que la médecine sera capable de permettre la réalisation de ce fantasme. Vous parlez du changement de sexe comme un Impossible. fantasme, donc au sens d'un rêve inaccessible. C'est un rêve inaccessible et qui le restera. La médecine fait certaines choses. En fait, ce qu'on peut faire, on l'a dit, on peut changer de genre, puisque le genre est une construction sociale. Il y a des façons de se présenter aux autres qui sont genrées. Les vêtements, la coiffure, le maquillage, la façon de se tenir, de se comporter, est genrée. Donc ça, on peut le modifier. Et ça, on l'a toujours fait. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire un maquillage et un déguisement qui va aller jusque dans la chair. C'est ce que la médecine propose. Mais quant à la fonction, et notamment la fonction sexuelle, elle sera incapable de la changer. Il y a beaucoup de choses, mais il y a plein de détails, et beaucoup de détails peuvent être corrigés, mais on va rester dans l'apparence. En fait, on va modifier son apparence vis-à-vis des autres, mais quant à son identité, elle ne sera pas vraiment modifiée. Donc, on peut parler d'un déguisement plus ou moins superficiel, plus ou moins réversible, ou plus ou moins profond. Ce que va faire la médecine, ça revient à faire un déguisement profond, définitif. Et justement, qu'en est-il de la réversibilité? Quand des adolescents se posent des questions, ou des enfants, on parle de prise d'hormones qui bloquent la puberté. Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre un bouton pause sur la puberté pour la reprendre après, si finalement, intellectuellement, les choses changent? Ou bien est-ce que les choses sont définitives? Comment ça se passe médicalement? Bon, d'abord, ça dépend de l'âge, en grande partie. Si les enfants ont une dysphorie de genre à l'âge enfant, les enfants sont encore assez androgynes, voyez-vous. Les enfants petits, disons avant 10 ans pour les garçons, 10 ans pour les filles, 11 ans pour les garçons, puisque la puberté est un peu décalée entre les garçons et les filles. Un enfant petit qui déjà ne veut pas, refuse son genre, qui éventuellement aura obtenu d'un changement d'identité sociale, par exemple le prénom, qui s'habille, se coiffe, se maquille comme l'autre genre. Souvent, ça commence comme cela. Au moment où il se rapproche de la puberté, il va y avoir ce que certains appellent l'agonie de la puberté. Vous voyez bien qu'un enfant étant assez androgyne, au moment où la puberté va venir, il va y avoir une divergence, et donc les signes de ce genre détesté, de son sexe détesté, puisqu'en fait, c'est d'abord des enfants qui détestent ce qu'ils sont. Hein. Il faut bien dire que les gens qui veulent devenir un autre genre, c'est surtout qu'ils ne veulent pas être celui qu'ils sont. Ce qui est intéressant, hein, c'est pas forcément à la fête de vouloir devenir l'autre, c'est venir ne plus être soi en vérité. En tout cas, lors de la puberté, les signes sexuels, les organes génitaux vont devenir 2 ans plus marqués, et donc ils vont se rapprocher du genre qu'ils n'aiment pas, du sexe qu'ils n'aiment pas, et c'est ce que certains appellent l'agonie de la puberté. Leur angoisse risque d'être démultipliée. Donc, certains proposent, c'est ce qu'on appelle le protocole hollandais, de bloquer cette différenciation vers la puberté, donc dans l'âge prépubère, donc disons entre 10 et 14 ans. Et c'est le rôle des bloqueurs de puberté, qui sont des médicaments qui servent d'ailleurs, qui sont développés pour autre chose, ça est utilisé dans certains cancers notamment. Eh bien, ces médicaments vont arrêter la puberté. Et donc l'enfant va grandir, hein, mais il n'aura aucun signe pubère. Et il va rester prépubère. Et c'est censé permettre aux enfants justement de réfléchir et d'attendre. Et une fois que, donc là c'est pendant quelques années, disons de 10 à 14 ans, 11 à 14, 15 ans, jusqu'au moment où l'âge de la puberté venant, il faut quand même faire quelque chose. Et si l'enfant persiste dans cette demande, on va pouvoir donner des hormones croisées et commencer réellement à faire développer les organes sexuels en direction de l'autre sexe. Les bloqueurs de puberté sont censés être réversibles. Effectivement, au début, ils le sont. Alors, ils ont des effets secondaires. Tous ces médicaments ont des effets secondaires. Le plus important pour les bloqueurs de puberté, c'est l'ostéoporose. En fait, ça empêche la constitution des os, ce qui est quand même très embêtant, hein, parce que les os, on les constitue une fois et pour toute la vie. Et c'est un moment où, en fait, si on n'a pas de constitution osseuse, les adultes garderont pour toute la vie une fragilité osseuse qui sera irréversible. Il y a d'autres effets secondaires, donc je vous passe, mais en tout cas, il y a des effets secondaires, mais tant qu'on ne donne pas trop longtemps les bloqueurs de puberté, effectivement, c'est réversible. En revanche, quand le temps passe, ça devient de plus en plus irréversible, pour des raisons physiques, et aussi sans doute pour des raisons psychologiques, parce que l'enfant s'est tellement mis, le jeune s'est tellement mis dans l'autre, il y a une espèce d'irréversibilité
psychologique, social. Tout a été organisé pour. Et donc, cette pause devient souvent une voie à sens unique. Et statistiquement, ce protocole hollandais, le Dutch Protocol, est une voie à sens unique dans 95% des cas. Les enfants qui ont été mis sous bloqueur de puberté, statistiquement, dans 95% des cas, quelques années après, continueront leur transition et prendront donc les hormones dites croisées. Donc ça, c'est le stade d'après. Les bloqueurs de puberté 10-14 ans, disons. À partir de 14-15 ans, c'est l'âge où il faut se décider. Et si on décide la transition, on va donner des hormones croisées, c'est-à-dire que les garçons qui veulent devenir filles auront une anti-hormone, parce qu'il faut surtout aussi lutter contre les signes extérieurs qu'a la personne. Donc pour les garçons, il faut donner une anti-hormone, plus l'hormone féminine, l'estradiol et éventuellement la progestérone. Et au contraire des filles qui veulent ressembler à des hommes, on leur donnera de la testostérone. C'est l'hormonothérapie croisée. Et cette hormonothérapie croisée, si la personne persiste, devra être définitive parce que, évidemment, si on arrête, certaines choses reviennent en arrière. Alors, il y a des choses qui ne reviennent pas en arrière. Par exemple, si on donne de la testostérone à une fille, ça va faire muer sa voix, ça modifie les cartilages laryngés, et donc la voix sera grave définitivement, même si on arrête, même si on change d'avis quelques années après et qu'on revient en arrière. Certaines choses reviennent en arrière, d'autres seront définitives. Et donc nécessitent une médicalisation définitive au long cours, avec des gens qui auront besoin d'un soutien médical toute leur vie, s'ils veulent conserver leur apparence à l'autre genre. Alors, on vient d'aborder de manière assez technique, finalement, ce qui se passe dans cette transition, dans ce jeune âge. Alors, si justement des parents qui nous écoutent sont auprès de jeunes qui se posent des questions sur leur propre genre ou qui sont un peu brusqués par les questions que d'autres jeunes autour d'eux se posent, qu'est-ce qu'on peut avoir comme piste? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme horizon de réflexion, comme piste d'ouverture intellectuelle ou spirituelle pour essayer de faire grandir ces jeunes et je pense aussi en gardant comme but qu'ils ne restent pas enfermés dans des angoisses mais qu'ils puissent s'ouvrir. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, Chantal? Alors moi d'abord je suis souvent, j'ai pas été face à des jeunes qui demandaient des transitions hormonales ou chirurgicales, mais déjà simplement une transition sociale, changement de prénom, changement de pronom, etc. Rien que ça, pour moi, ça a déjà quelques dommages irréversibles. Moi, ce que je pense d'abord, c'est qu'on doit la vérité à nos enfants et à nos jeunes. Donc vraiment leur dire vraiment ce qu'ils sont. Non, en leur disant tout simplement, t'es un garçon ou t'es une fille. Ensuite, pour paraphraser Simone de Beauvoir, je dirais, on est femme et on le devient, les deux. Donc leur montrer que aussi ils ont une vocation, ils ont une mission qui est pas de se regarder le nombril et de savoir qui ils sont et leur identité, etc., mais qui est d'être en relation avec les autres, de se donner. Et ces jeunes-là, je les prends rarement entre quatre yeux pour leur parler de leurs problèmes, mais en revanche, je leur propose, par exemple, de participer dans le cadre d'une association à du soutien scolaire, à des collectes alimentaires, etc. Et là, la plupart du temps, ils se découvrent, en fait, ils se connaissent eux-mêmes, ils découvrent la joie du don, ils avancent comme ça, en tapant un petit peu à côté de leurs problèmes, ou bien au maximum de leur donner à vivre des expériences sans portable, dans la nature, voilà, d'autres expériences qui font que ils vont sortir un peu du récit qu'ils ont sur leur identité et découvrir autre chose, découvrir le monde et puis découvrir pourquoi ils sont faits. Je pense qu'il y a un enjeu important dans la construction à l'adolescence de ce qu'on veut vivre de sa vie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde solutionniste. On a pour tout, alors que ce soit du côté de la médecine ou même des autres côtés de la vie, à tout problème une solution. Et puis, en particulier, une solution intellectuelle. C'est-à-dire qu'il est important pour un enfant ou pour un adolescent qu'il y ait des questions sans réponse. C'est-à-dire des questionnements qu'on va avoir avec soi et dont on a conscience qu'ils sont pour plus tard. C'est aussi ce que je dis aux jeunes quand je leur parle de leurs fantasmes, même d'un point de vue sexuel. C'est normal d'avoir des interrogations qui deviennent des fantasmes et de les porter de manière très secrète, très sacrée, et de les avoir avec soi, et de savoir que ce sont des choses qui vont grandir et faire grandir. Alors qu'aujourd'hui, les fantasmes sont remplacés par des images pornographiques, les questions sont remplacées par des réponses,
et les angoisses ou les volontés de choix sont remplacées par des solutions qui sont proposées immédiatement. En fait, les adultes ont tendance à ne pas laisser l'adolescent face à son angoisse. Et je pense que c'est un des conseils qu'il faut donner aux parents. Moi, comme prêtre, je le vois, je le dis souvent aux parents qui me parlent de leurs adolescents, et je leur dis, mais quelle place laissez-vous à leur angoisse ? Et c'est important que votre adolescent puisse la vivre, son angoisse. Il faut vivre ce combat, la crise, il faut vivre ce moment de repli sur soi et de silence. Les parents qui se plaignent en disant « il est tout le temps avec ses écouteurs, etc. » Très bien, il est dans sa cave. Si c'est le seul espace que vous lui laissez, parce que vous êtes sans cesse en train de l'assommer de réponses à ces questions, eh bien, il est obligé de s'enfermer dans un endroit où il est en sécurité. Je pense que c'est important face à toutes ces questions et face aux questions en général des ados, de leur laisser l'échappatoire d'être en eux-mêmes une caisse de résonance de leurs propres questions. Je crois qu'il y a un véritable enjeu à apporter là. On dit des enfants trans. Non, c'est des enfants qui sont, disons, trans-affirmatifs, qui se sentent trans. Mais trans, ce sera à la fin du parcours. Peut-être que certains le deviendront. Mais il y en a aussi beaucoup qui changeront d'avis. Parce qu'on a remarqué que c'est des enfants en questionnement. Si on ne les pousse pas et si on n'affirme pas, il y en a beaucoup qui changent d'avis. Sans doute 80-85% qui ne sont pas soumis à un traitement transaffirmatif vont finalement revenir à leur genre et seront plutôt à l'aise et ne se suicideront pas et iront bien. Mais on sait aussi que dès lors qu'on les encourage dans cette demande, ça pousse, ça augmente la probabilité de devenir effectivement trans. Il semble qu'en effet le rapport au portable, un peu omniprésent aujourd'hui, apporte la question du virtuel, qui est du coup une question omniprésente, et précisément la question du changement de genre est de l'ordre du virtuel, c'est-à-dire je pourrais être un autre en puissance, donc virtus, je pourrais être quelqu'un d'autre, et puis il y a cette omniprésence sur les réseaux sociaux de quelque chose de l'ordre du militantisme. Est-ce que on observe sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus qui vont dans le sens d'une forme de pression ? Oui, et alors là, il faut leur apprendre à déceler, alors peut-être sur un autre sujet aussi, un sujet connexe, déceler le mensonge qu'il y a derrière le côté propagande. Et notamment, il y a des vidéos qui sont assez bien faites où on montre une publicité, et puis ensuite on montre par exemple la photo réelle en fait de la femme la mannequin qui pose la publicité, puis toute la transformation par Photoshop, etc. Donc tout le côté mensonger, qui c'est vrai sur une photo, c'est encore plus vrai sur une vidéo. Donc essayer de leur apprendre à aller au-delà, peut-être leur montrer derrière les écrans de fumée, ces émissions qui leur montrent comment, le fameux slogan, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, comment eux-mêmes sont les dindons de la force, sont les produits de toutes ces vidéos. Oui, et comment il y a quelque chose qui est transmis sans se dire, quelque chose d'un peu pernicieux, de l'ordre de la propagande, de l'ordre parfois aussi du slogan, mais du coup, dans quelle mesure on peut avoir des droits? C'est-à-dire qu'il y a aussi une question, parfois on se dit, mais on va être accusé d'être transphobe. Quelles sont les limites pour ne pas tomber dans la phobie d'être phobique? Donc ce qu'on peut dire déjà aux jeunes, c'est s'ils veulent changer de genre, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans leur genre? Qu'est-ce que l'enfant ou le jeune qui envisage de changer de genre veut réellement faire? Qu'est-ce qu'il aime comme stéréotype dans l'autre sexe? Et peut-être que ce qu'il aime, c'est un stéréotype qui est quand même assez faux et qui a été construit par une vision assez artificielle des réseaux sociaux. Sous couvert de déconstruire des stéréotypes, l'activisme trans les renforce. Par exemple, on va dire « ce petit garçon qui aime la poésie, donc est une fille », comme si la poésie était réservée aux filles. Je ne sais pas si Baudelaire ou Victor Hugo, avec sa grande barbe, était particulièrement féminin. Jusqu'à présent, si on regarde l'histoire de la poésie, c'était quand même plutôt fait par des hommes. Ou au contraire, une fille très sportive, comme moi, ou neurochirurgien. En fait, si je suis sportive et que je fais de la montagne et que je suis neurochirurgien, c'est que je suis dans le mauvais cœur, je suis un homme. Comme si le fait d'être sportif et actif était une caractéristique masculine. Donc vous voyez, ça renforce des stéréotypes qui sont encore plus aliénants, il faut bien le dire, que simplement l'évolution, le fait qu'on peut être une femme et être sportive, et être un homme et être sensible, et heureusement, et c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est sans doute, puisqu'on parle de déconstruire, on peut peut-être déconstruire ces stéréotypes qui sont souvent un peu niais. Vous voyez, il y a plein de questions sur lesquelles on peut avancer. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Qu'est-ce que tu aimes chez les autres? Qu'est-ce que tu vas avoir et qu'est-ce que tu vas perdre? Et je pense ce ne serait pas vu comme phobe de parler avec eux, d'essayer de creuser ce qu'ils attendent. Quelles sont leurs attentes
Et en creusant leurs attentes, je pense que beaucoup pourront être déconstruites, puisqu'il s'agit de déconstruire, c'est un retour, et en tout cas modifiées, parce que certaines attentes sont naïves, certaines sont excessives, et d'autres sont simplement un peu à côté de la plaque. Alors ce qui est de l'ordre des questionnements aussi sur la phobie m'évoque toute la question du droit en fait. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer librement? Est-ce que les jeunes ont le droit de s'exprimer librement? Est-ce que les parents, est-ce que le milieu scolaire, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est ouvert dans ces réflexions-là? Est-ce qu'il y a entre guillemets, des dangers juridiques à parler de genre? Certainement. Alors il faut cultiver la vertu cardinale de prudence. Depuis en particulier la circulaire Blanquer, donc, qui date du 29 septembre 2021, et qui concerne les enfants de la maternelle jusqu'à l'âge adulte. La circulaire, en fait, incite les enseignants, tous les responsables et puis les parents à écouter la parole de l'enfant, à ne surtout pas trop la contrarier, et pénalement, il y a quand même des gros risques. Ils ont créé un nouveau délit par la loi du 31 janvier 2022, et ce délit serait de vouloir en gros faire changer, aller contre le désir de changement de genre de l'enfant, simplement par des paroles répétées ou par d'autres incitations. Donc il faut être prudent, parce que les pénalités, ce serait pour les parents de perdre leurs droits parentaux, et pour les médecins de perdre le droit d'exercer leur profession. Alors, on a quand même encore le droit de parler à l'enfant, et notamment de l'inciter à la patience et à la prudence devant ses fantasmes ou ses désirs, mais il ne faut pas aller trop loin, d'autant plus que maintenant les associations, notamment LGBT+, peuvent se constituer par partie civile pour soutenir la cause de l'enfant. Donc je sais que nous, dans notre lycée, les adultes sont assez prudents. Ce qu'il faut bien dire, c'est que votre propos n'est pas de défendre ceux qui ne sont pas trans contre un risque éventuel de contamination, mais vous voulez défendre ceux qui pourraient être mutilés au motif qu'ils seraient poussés exagérément dans une question qui pourrait être réglée autrement. Voilà, qui aurait pu être réglée autrement, et qui finalement auraient pu en quelque sorte se réconcilier à un moment avec leur sexe. Et en se réconciliant, ils auraient évité les conséquences corporelles, sociales, qui accompagnent la transition. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes qui ont fait une transition à l'âge adulte sont tout à fait opposées à la médicalisation des enfants, et veulent protéger les enfants qui auraient pu éviter ce parcours qui est aussi un chemin d'épines, et pas de rose, contrairement à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Alors, oui, la loi peut nous intimider, mais il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes. Et certes, la loi brandit le risque de la phobie, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que ce sont des enfants qui le méritent. Donc certains, au milieu de tous ces enfants en questionnement, certains effectivement auront besoin d'aller plus loin, mais beaucoup peuvent revenir en arrière et se réconcilier, sauf si on les pousse et en leur disant c'est évident que tout est déjà réglé et tout ton malaise, en fait tu es mal dans ta peau, et ben on va te changer la peau. Vous voyez qu'on ne change pas si facilement de peau, et donc effectivement il faut arrêter avec ce solutionnisme, il faut montrer la réalité des difficultés, de la souffrance, de la difficulté sociale, physique, les dangers, et il y a peut-être autre chose, et le devenir. Effectivement, l'enfant est un être en devenir, il ne faut pas brusquer ces choses-là. Et donc proposer de la parole, après tout, même si on prend un petit risque, ça vaut la peine. Mais je ne crois pas qu'on prenne un gros risque quand même, si on le fait avec bienveillance. Bien sûr qu'on est bienveillant, et il faut l'être. Et que dire des questions qui sont parfois à la mode, justement de renforcement du côté masculin ou du renforcement du côté féminin, avec des stages qui sont proposés. Parfois on entend un peu des polémiques sur ce sujet. Et vous avez un peu une expérience de ce côté-là, vous, Chantal? Oui, moi je vois ça comme une réponse pleine de bonne volonté pour devant cette indétermination du genre, de rappeler aux hommes, ouais, vous êtes virils, vous êtes fait pour vivre à la dure, etc. Puis les filles, vous êtes féminines, vous êtes faites pour l'intériorité, pour l'écoute, la douceur et tout. Et bon, c'est une réponse, mais je pense que c'est à double tranchant, parce que j'imagine un jeune garçon
qui suit un stage de haute virilité comme ça pour renforcer sa virilité, en fait, il peut très bien se dire finalement, non, je ne suis pas un homme parce que je ne corresponds pas à tous ces stéréotypes qu'on me présente. Puis du coup, je serais peut-être homosexuel, je serais peut-être... je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur la réponse immédiate. C'est qu'il faut laisser les questions et surtout, la grande mode actuellement pour les jeunes, c'est de les pousser à faire leur coming out. Et moi, je leur dis, mais... gardez ça pour vous, c'est votre intimité, vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde, ni en classe, ni sur les réseaux. C'est votre question intérieure. Et puis, deuxième chose, ça ne vous définit pas tout ça, ce n'est pas votre identité gravée dans le marbre, c'est une question que vous avez actuellement, mais gardez-la pour vous en toute pudeur, quoi. Parce que on est des êtres en devenir, on ne va pas tout de suite s'identifier, voilà. Oui, la catégorisation prématurée est de l'ordre. Oui, et puis c'est un attentat à la pudeur. Oui. C'est qu'il y a une manière de s'exposer et de s'imposer le regard exposant des autres, alors qu'il y a un temps justement de la maturation secrète, finalement de faire se rejoindre le secret et le sacré, ce qui constitue l'être profond comme un lieu de purification qui doit se faire au long cours. Et en fait, une fois de plus, il y a une espèce de volonté de vivre les choses trop vite. De la même manière que les jeunes, les enfants vont aller regarder des contenus qui ne sont pas pour eux le plus vite possible. Ils vont avoir des attitudes d'adultes extrêmement tôt, même dans les relations amoureuses, où ils vont se dire, ils vont se qualifier comme étant célibataires ou non. Et je dis toujours aux ados, mais vous êtes tous célibataires, parce que légalement, il n'y a pas moyen d'en être autrement. Donc, il y a une espèce de manière d'être adulte très vite, et qui ne convient pas, puisque l'adolescent, l'adolescent, c'est celui qui grandit et qui doit prendre le temps de cet agrandissement, alors que l'adulte, c'est celui qui a grandi, ou bien, si on fait un jeu de mots, c'est pas exactement l'étymologie, mais ad ultero, c'est ce qui donne adultère, c'est aller vers l'autre. Et donc l'adulte, c'est celui qui, quelque part, est capable d'aller vers l'autre. Et l'adolescent, il n'en est pas capable. L'adolescent, il est dans sa cave, et donc il lui faut ce temps secret, sacré, où il se constitue, et non pas ce réflexe d'identification aux yeux du monde qui se vit dans l'étalage des réseaux sociaux et dans une espèce de création de personnages, d'avatars, qui va devenir l'être au monde, qui sera le tout, et pour certains, qui restera le tout. Donc je pense qu'une des choses à dire aux parents aussi, c'est de laisser le temps à leurs enfants, à leurs adolescents, de grandir, quoi. Leur laisser le temps de se déployer, tranquillement. Mais le temps se fait, il y a quand même une horloge biologique. Et laisser du temps, c'est l'argument des gens qui donnent des bloqueurs de puberté. Et c'est assez dangereux parce que malgré tout, certaines transformations doivent se faire. Les bloqueurs de puberté, j'ai parlé de leurs effets secondaires sur de l'ostéoporose. Il semble qu'actuellement, ça a aussi un effet secondaire sur la maturation cérébrale. Et des enfants qui ont pris longtemps des bloqueurs de puberté auraient un QI inférieur à ceux qui n'en ont pas pris. Parce que vous savez bien que le cerveau se modifie à l'adolescence, pour le meilleur et pour le pire peut-être, mais il se passe plein de choses. On a besoin des hormones pour constituer le capital cérébral aussi. Et il se passe des choses physiques, c'est dur, c'est une crise, mais ça fait partie de l'expérience. Et empêcher cette expérience de manière artificielle, ça ne donne pas vraiment du temps, parce que le temps, c'est aussi un temps d'expérience. Donc on ne peut pas non plus mettre les enfants, les jeunes, complètement à l'abri. On ne peut pas les mettre sous une cloche pour leur éviter de se confronter à la réalité du monde et de leur corps. Et je pense que les bloqueurs de puberté qui prennent cet argument du temps, attention, le temps c'est aussi un temps pour faire des expériences, pour qu'il se passe des choses, y compris dans son corps. Et on ne peut pas bloquer ça, sinon on a des effets secondaires graves. Et justement, vous nommez bien l'opportunité de la crise. C'est que quelque part, on accuse les chrétiens qui résistent aux questions de dysphorie de genre en disant qu'on ne veut pas nommer les difficultés qui se passent chez les personnes et on fait comme si tout allait bien. Tout à l'heure, on parlait de réalisme, de rapport à la vérité et au biologique, comme si sereinement on décrivait les choses en disant « elles sont comme ça et tout va bien ». Non, tout ne va pas bien, précisément. Et on ne dit pas que tout va bien, on dit qu'il y a parfois des moments où tout va mal, et ça n'est pas en donnant une solution qu'on empêche que les choses aillent plus mal, au contraire. Il faut laisser la crise se faire, il faut laisser les combats se vivre, et c'est certainement pas en mettant les jeunes sous une cloche qui serait une cloche idéologique ou une cloche de réponse, notamment de réponse médicale, qui permettrait d'éviter des crises qui seraient encore plus graves. Il faut avoir une certaine confiance aussi dans on dit la résilience aujourd'hui, mais la capacité des gens à sortir de la crise vers le haut, par le haut, et pas seulement
d'être maintenus et assistés en quelque sorte de manière artificielle par une biologie toute puissante. Et je pense que quand même une certaine confiance, et c'est en cela, on brandit souvent le risque de suicide, ce qu'on appelle la suicidalité. C'est vrai que c'est un risque effrayant. En vérité, d'abord, il faut savoir que la transition ne diminue pas réellement la suicidalité. Premièrement, la transition est vue comme répondant au risque de suicide, et pourtant, les statistiques montrent que les personnes qui ont achevé une transition médicale se suicident encore beaucoup. Peut-être pour d'autres raisons, et ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont persécutées ou harcelées par les autres. C'est sans doute parce que leur problème est tellement grave qu'effectivement, ce n'était pas un problème cosmétique, puisque les hormones, la chirurgie, c'est presque cosmétique. Ce n'était pas en donnant une solution cosmétique que leur problème serait résolu. Mais le chantage au suicide, c'est vrai que c'est terrifiant pour les parents. Ça, on le comprend très bien. Il y a le chantage au procès, le chantage au suicide. Vous voyez, on est pris entre deux écailles terrifiants. Et pourtant, il faut avoir confiance, être courageux, faire confiance à la force des enfants, leur bon sens, leur astuce. J'ai redit que c'est souvent des enfants qui sont astucieux et intelligents parce qu'ils se questionnent et ils ont en fait des moyens, des outils, même si c'est difficile. Je pense qu'une part de confiance doit les porter. Que leurs parents leur font confiance malgré tout, même s'ils déconnent un petit peu, mais on les aime comme ça et ils vont s'en sortir et ils deviendront plus raisonnables. L'âge de raison aussi se gagne peu à peu. Et moi je rajouterais que aussi pour les enfants, les jeunes, les adolescents, ne pas tout polariser sur leur sexe. Parce que c'est comme un point de fixation pour eux, là, à ce moment-là, c'est là où ils fixent leur malaise adolescent. Mais leur dire, tu sais, dans la vie, il y a plein de trucs que tu fais, mais où ton sexe ne rentre pas du tout en jeu. Mais vraiment pas. Et puis, il y a plein de choses dans la vie qu'on fait aussi bien hommes et femmes, et d'ailleurs, la question se pose à peine. Voilà. Et les femmes peuvent être neurochirurgiens, comme les hommes peuvent être sages-femmes. D'ailleurs, vous savez que sage-femme, c'est pas le professionnel qui est femme, il aide la femme sage, il est sage, et il apporte sa sagesse à la femme. Donc il peut être un homme. Donc il y a des hommes sages-femmes, on ne dit pas sage-homme, et il y a des femmes qui sont neurochirurgiens, et elles n'ont même pas besoin d'être neurochirurgiennes. Mais on pourrait même dire qu'une neurochirurgienne, c'est une sage-homme, parce que vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur de l'homme avec un grand H. Voilà. Pas grand-chose en fait, on reste là à la surface du phénomène. Oui. Alors, on arrive au terme de notre conversation. Peut-être qu'il est bon on vient de le faire, de continuer à prendre de la hauteur. On a parlé de confiance, vous avez parlé d'ouverture à ne pas être que enfermé dans des questions de genre. Je pense que c'est aussi un message qu'il faut que les parents entendent, que vous entendiez, vous, parents, si vous êtes angoissés. Finalement, cette confiance, cette espérance, cette manière de considérer la vie des jeunes avec une lucidité réelle, c'est-à-dire un regard lumineux, c'est aussi une manière de sortir par le haut de toutes ces angoisses que les jeunes traversent. Nous, adultes, avons tendance à prendre les problématiques dans leur ampleur très grande, alors que les adolescents vont se laisser transpercer par des problématiques dont ils vont prendre l'ampleur dans leur intimité et dans la dimension personnelle. On pourrait parler d'une dimension narcissique du traitement des problématiques et qui fait partie du cheminement de l'adolescence, alors que nous, adultes, avons tendance à dramatiser ce qui est traversé par les jeunes dont nous avons la charge et que nous aimons. Et parce que nous les aimons, nous voulons les protéger. Et je pense que c'est important que nous ayons le regard sur les adolescents que Dieu a sur eux. Et ce regard de Dieu est un regard qui peut être parfois écrasant, et à l'âge de l'adolescence, c'est souvent un chemin qui est douloureux, mais qui est pour autant un regard qui vient illuminer. Et ça m'évoque le psaume 138, qui est un psaume qui décrit ce chemin spirituel quasiment de la crise d'adolescence. Vous savez, ce psaume qui commence par « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. » Et il y a comme le psalmiste s'exprime comme un adolescent qui se rend compte du regard puissant, pesant de l'adulte ou du Père, de Dieu, qui est là sur lui. Et puis il y a ce chemin du psalmiste qui dit « Où que j'aille, je ne peux pas échapper à ta main, je ne peux pas échapper à ton regard. Où que j'aille, tu m'écrases, ta main m'enserre. » Et donc il y a cette prise en compte de l'espèce d'écrasement du monde et de Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Et soudainement, le psalmiste découvre que la lumière est là. Même la ténèbre la plus grande devient lumière. Aucune ténèbre ne peut être présente devant toi. Et donc Dieu s'avère être celui qui est capable de mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. Et ensuite, le psaume continue avec cet émerveillement
du psalmiste sur lui-même. Et je reconnais devant toi l'être étonnant que je suis. Tu m'as tissé, tu m'as créé, tu m'aimes tel que je suis. Et conduis-moi, Seigneur. Et à la fin, le psalmiste retourne le propos alors qu'il essayait d'échapper à Dieu. Il dit finalement à Dieu, conduis-moi sur le chemin d'éternité. C'est toi qui sais où je vais. Et une des manières justement de sortir de toutes ces angoisses, d'aider les jeunes à en sortir, mais nous-mêmes d'en sortir, parce qu'on est angoissés par l'état de notre monde sur ces questions de genre, mais sur tant d'autres, c'est de se rappeler que finalement, celui qui guide nos vies, c'est le Seigneur. Et il nous fait passer par des moments de ténèbres, par des moments de questionnement qui nous semblent des questionnements abyssaux et qui parfois nous semblent sans solution, mais c'est bien lui qui tient dans sa main l'histoire. Non pas au sens d'un architecte ou d'un marionnettiste qui guiderait l'histoire malgré nous, mais c'est lui qui tire toute l'histoire vers lui et qui l'attire quoi qu'il arrive. Et donc, dans la vie d'un jeune, si des tourments par lesquels il passe vont le conduire à poser des choix qui éventuellement pourront l'abîmer, abîmer son corps, le mutiler, si nos propres choix sont conduits soit par la peur, soit par la lâcheté, soit par le conformisme, ou que sais-je, qui vont nous mener à poser des choix mauvais, quoi qu'il arrive, notre âme, l'intériorité de notre vie, notre personne en tant qu'être aimé de Dieu, tout cela, rien ne pourra être ruiné. Dieu est celui qui nous tient. Et c'est en fait important de se rappeler que quelles que soient les questions du corps, quelles que soient les questions de l'âme, la personne est l'être aimé de Dieu, à nul autre pareil, nécessaire et indispensable au monde parce que projet individuel du Seigneur. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut dire aux jeunes. Tu es aimé de Dieu, quoi qu'il arrive, quelle que soit ton angoisse. Un jour, j'avais été frappé dans une expérience de rencontre, comme les prêtres on peut en faire, par une personne qui était venue me rencontrer quand j'étais en paroisse à Versailles et qui était venue me demander de l'aide. Et c'était manifestement une femme qui venait me demander de l'aide en me disant au cours de la conversation « mais j'ai besoin d'argent pour finir ma transition ». Et donc je lui ai dit, mais c'est étonnant, pourquoi vous venez voir l'Église alors qu'on a la réputation d'être transphobe, etc. Puis cette personne m'avait dit, mais l'Église aime les pauvres, et c'est pas comme trans que je viens, mais comme pauvre, et j'ai besoin de votre aide. Et du coup, c'était magnifique, on a eu une très belle conversation, et donc on parlait de tous ces questionnements-là. Puis à la fin, cette personne s'est mise à pleurer en me disant, mais est-ce que malgré ce que je me suis fait, Dieu m'aime quand même? Et je lui ai dit, mais la question ne se pose pas une seconde. Dieu vous aime, mais tel que vous êtes, c'est pas tel que vous apparaissez, ou tel que vous vous questionnez, ou tel que vous voudriez être, mais tel que vous êtes, c'est-à-dire comme une personne. Et c'est ça que les jeunes doivent entendre, et c'est ça qu'on doit porter pour nous-mêmes, la conviction que tout individu qui existe, de son premier instant jusqu'à son dernier instant, est le fruit d'un projet individuel de Dieu, et c'est une bonne nouvelle. Alors, soyons dans la paix. Toutes ces questions-là sont bien troublantes, sont bien angoissantes, mais il faut se souvenir que finalement, le Seigneur nous porte dans sa main de la vie à la vie. Alors merci à tous d'avoir suivi cet instant comme à la maison. Merci Anne-Laure, merci Chantal pour votre participation à ce rendez-vous. Ce rendez-vous était proposé par la Mission pour la famille du diocèse de Versailles. Nous remercions en particulier l'Appel des Yvelines pour son soutien à ce projet. À bientôt.